Quelles sont les causes directes de cette énième entrée des rebelles? Comment on n'a pas pu prévenir cela? Le dialogue que mènent les catholiques ou les consultations même n'effacent-elles pas nos lois ou notre constitution? On aura la perspective d'une juriste avec nous, Cynthia Koudoura, que j'ai le réel plaisir de saluer et d'accueillir. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, Gaëtan. Merci. Alors, je pose cette question-là que j'ai dit à l'entame. Les causes directes de cette débâcle même, c'est quoi? À mon sens, Gaëtan, moi je dirais qu'il y a une faille. Nos institutions ont failli. Les institutions de la République que tout le monde connaît, il s'agit au niveau de déjà le président de la République, le gouvernement, le Parlement. Le président de la République a failli. Les institutions. En commençant par l'institution présidence de la République, il faut le dire clairement. Les institutions ont failli. Ouais. Si je prends par exemple le Parlement. Le Parlement a deux rôles principaux. Il s'agit notamment de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. L'émoi qui est aujourd'hui nôtre depuis la prise de Goma, en réalité, l'occupation n'a pas commencé avec la prise de Goma, n'est-ce pas? Alors, il y a eu déjà Minembwe qui était tombé, il y a fait Bunagana depuis 2022. Ouais. Et ce que nous avons constaté, c'est que nous n'avons pas eu l'impression que le Parlement avait fait son travail. Nous n'avons pas vu, moi je n'ai pas vu personnellement, dans les ministres de la Défense qui se sont succédés, à quel moment le Parlement, par exemple, a défié le ministre de la Défense pour l'interpeller là-bas et au moins poser des questions sur sa responsabilité et de ce qui se passe au front. Je n'ai pas vu ça. Ce que nous voyons, nous, par contre, c'est qu'il y a une espèce de protection mutuelle entre les politiciens. Une sorte d'omerta au sein du Absolument. Gouvernement. Exactement. On se protège coûte que coûte. Ah, on se protège coûte que coûte. Au détriment des intérêts de la nation. Absolument. Et surtout que les parlementaires sont les chouchous de la République. Il faut le dire. Le parlementaire, le président de la République et la République leur a tout donné. Les émoluments exorbitants, des avantages en tout genre. Et là, face à la crise, il y a une aphonie incroyable. Et ça, moi, ça m'interpelle. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement, par exemple, Monsieur Gaëtan, un gouvernement, lorsqu'il est investi, il est investi avec des objectifs précis. Et quand il n'y a pas de résultats à ce niveau-là, il faut que le gouvernement soit sanctionné. Avez-vous vu une motion de censure depuis, par exemple, la prise du pouvoir du président Félix depuis 2018? Moi, je n'ai pas vu. Donc, moi, je dis que les institutions ont failli. Ensuite, quand nous avons assisté ici aux élections, les dernières élections législatives, nous tous les Congolais là où nous sommes, où nous étions, nous avons vu, soit sur terrain, soit à travers les médias, des candidats avec qui on a attrapé, des candidats qu'on a attrapés avec des machines même à voter, n'est-ce pas? Mais quelle a été... En quoi est-ce que ça constitue une des causes de l'agression? Je veux vous dire, nous avons normalisé la corruption, nous l'avons institutionnalisée. C'est ça qui s'est passé. Parce que quand on attrape quelqu'un en pleine tricherie, la Cour constitutionnelle valide un tricheur. Quand il valide, il siège, il est donc payé aussi par le Trésor public. Autrement dit, les institutions ne fonctionnent pas ou n'assument pas leurs responsabilités. Et donc, nous assistons à la débâcle à laquelle nous assistons. Et l'humiliation est telle, si on peut déjà me projeter, voilà, je voulais vous montrer. Oui. J'ai amené ici aujourd'hui la carte du pays, si vous me le permettez. D'accord. Et je voulais que les Congolais qui me suivent aujourd'hui puissent palper le degré d'humiliation. Ça, c'est notre cher et beau pays, avec les plus de 2 millions de kilomètres carrés que nous avons. Et nous avons, voilà, le Rwanda. Ça, c'est le Rwanda, la superficie. Le Rwanda a une superficie de plus ou moins 26 000 km². Et quand vous regardez la superficie de nos provinces, on se rend compte que nous sommes, c'est-à-dire un pays qui n'a même pas la superficie de nos provinces. À la limite, la seule équivalence, c'est le Kasaï oriental, que je ne le vois pas très bien ici. Voilà, il se trouve ici. Qui, à peu près, le Kasaï oriental, c'est à peu près 9 000 km². Et donc, qui est en fait 3 fois, donc le Rwanda, c'est plus ou moins 3 fois la superficie du Kasaï oriental. Autrement dit, voilà un pays qui a la superficie, qui n'a même pas la superficie de nos autres provinces, qui a plus ou moins la superficie d'une province, 3 fois la province du Kasaï, qui nous met à genoux devant le monde entier. J'ai envie de vous dire que la taille ne fait pas l'homme, la taille ne fait pas le pays. Non, on ne peut pas accepter une... D'abord, regardez la position géostratégique du pays. Nous avons 9 pays voisins. Avec une position géostratégique comme ça, on ne peut pas accepter
la situation qui est la nôtre ici, nous capitulons. En fait, en réalité, c'est ça qui se passe. Et même si vous dites que la taille ne fait pas l'homme, si, quelque part. Comment expliquer qu'un pays qui a la taille d'une province puisse nous mettre, d'une province du pays puisse nous mettre à genoux? Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi est-ce que je dis que les institutions ont failli dans leur mission de contrôle pour le Parlement. Le gouvernement, les assignations au niveau des objectifs ne sont pas atteints, le gouvernement devait tomber aussi avec les localités. Les localités tombent, le gouvernement doit tomber. Et ce que nous voyons, c'est qu'il y a une espèce de léthargie, pas de communication des chouchous de la République, à qui la République a tout donné, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas de tête qui tombe, il n'y a rien. Alors moi, je ne comprends pas. Alors c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème. Et quand voudriez-vous qu'on fasse un peu l'exercice pour savoir quel rôle a joué quelle institution durant cette période de crise sécuritaire? On commence, je ne voudrais pas qu'on commence à la tête, on commence peut-être par l'institution, par Parlement. Le Parlement n'a pas contrôlé. N'a pas suffisamment contrôlé. Suffisamment contrôlé l'action gouvernementale. Et notamment, quand les localités ont commencé à tomber, on devait tout de suite arrêter l'hémorragie. Il fallait interpeller les ministres. En tout cas, il y a eu plusieurs ministres de défense qui se sont succédés. Et pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand on ne voit pas clair, quand il y a une mégestion et tout ça, il devait tomber. Le Parlement a un rôle de contre-pouvoir. Et ici, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est le copinage entre les institutions. Oui, c'est une espèce de protection. Et nous payons le prix aujourd'hui, la facture. N'est-ce pas? Il y a la gabegie financière qu'on a institutionnalisée, qu'on a normalisée. Quand on sait aujourd'hui, pour être député, on sait qu'il faut aller payer autant. Comment voulez-vous qu'on ait un résultat? Si vous voulez, on a mis en valeur des antivaleurs et aujourd'hui, nous en payons le prix. Alors, le prix fort. Si on vous dit que cette agression est menée par des Congolais, que répondriez-vous? L'agression peut être menée par des Congolais, mais le problème ici, sur le plan du droit, c'est que la sémantique a un sens. Quand on parle d'occupation, c'est précis, il y a des troupes étrangères. Parce que moi, si on me dit, comme le président de la République, je suppose que vous faites allusion à ce que le président de la République a dit, que c'est un ancien peut-être candidat ou un Congolais d'une manière générale qui est responsable, moi je pose la question de savoir, dans ce cas, que fait les troupes étrangères sur notre sol? À ce moment-là, quand il y a des troupes étrangères, nous sommes face à une occupation. Le conflit relève donc du droit international. Mais si vous dites que c'est un Congolais, c'est-à-dire que vous dédouanez le Rwanda ou le voisin, vous déplacez la source du conflit ou la qualification du conflit, nous sommes maintenant en face d'une rébellion. Et ce qui n'est pas ma conviction à moi, parce qu'il y a bien une présence de troupes étrangères sur le sol. Vous n'êtes pas convaincu qu'il s'agit d'une rébellion? Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. C'est le Rwanda qui est vraiment en train de nous agresser. Le Rwanda qui fait la guerre. L'institution présidence de la République, c'était sa responsabilité. Et que devaient être les conséquences de cette faillite? Le président de la République est le garant de la Constitution. Ça veut dire que c'est à lui seul... Et du bon fonctionnement des institutions. C'est ça que j'allais dire. À lui seul, il est le symbole de l'unité nationale et il garantit la bonne marche des institutions de la République. Quand il y a une défaillance au niveau des institutions et que lui aussi étant l'institution des institutions, il y a un problème. Les conséquences devraient être quoi? Beaucoup plus sévères. Oui. Au niveau des animateurs, par exemple, si le gouvernement... Parce que la politique gouvernementale, elle est tracée ou définie. Le président l'a fait en concertation avec le Premier ministre. Et donc, il y a des objectifs précis. Et quand ces objectifs ne sont pas atteints, le président doit remanier, doit changer l'équipe, voilà. Parce que même en France, quand vous regardez, un gouvernement est investi avec des objectifs précis. Et quand vous n'y arrivez pas, vous devez être sanctionné. Et ici en RDC, on a l'impression que nos institutions, qu'elles travaillent bien, qu'elles ne travaillent pas bien, il n'y a pas de sanction. Et quand il n'y a pas de sanction, c'est la situation que vous voyez aujourd'hui. Parce que la défense, elle se prépare. L'État a des moyens pour ça. On investit, on prend les contacts, on fait des recherches. Enfin, il y a tout un... Maintenant, on est en face d'un fait accompli. C'est la rébellion, c'est la guerre, c'est l'agression. Ça ne va pas dans l'Est. C'est l'occupation aussi, je reprends vos mots. Maintenant, ça fait presque 30 ans. Les rebelles sont en train d'avancer. Je suivis le président du CESA qui a reconnu que des territoires, des villes sont tombées. Il a cité Bukavu et Goma notamment. Et apparemment, ils ont le vent en poupe, ils continuent d'avancer. Les chefs religieux ont pris la résolution de pouvoir mener
un dialogue que je dirais continental, puisqu'ils ont voyagé en dehors de nos frontières pour rencontrer tous les partis au conflit. Et ils ont vu que Paul Kagame, ils ont vu le président Ruto, jusque-là ils n'ont pas encore vu peut-être d'autres personnalités. Ce dialogue, vous en tant que juriste, au regard de notre constitution, est-ce que ça passe? Ce dialogue, ce qui ne passe pas, c'est la qualité. Ouais. L'article 1er, la qualité de l'Église pour entamer ces démarches-là. L'article 1er de la Constitution dit ceci: l'État est laïque. Notre État, à nous Congolais, l'État est laïque. Autrement dit, nous ne respectons. Si l'Église entame ce genre de démarche, il y a une rupture, ou comment dire, il y a on ne respecte pas, si vous voulez, le principe de la laïcité qui veut une séparation nette entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Autrement dit, l'Église n'a pas qualité d'aller rencontrer... Je vous ai dit ici qu'il s'agit d'un conflit de droit international. Autrement dit, c'est un conflit d'État à État. Donc, celui qui est responsable, c'est l'État. Celui qui a les moyens de sa politique aussi, c'est l'État. Et celui qui a des solutions à son problème, c'est l'État. Et l'Église, de toute façon, même si elle allait là-bas, elle n'a pas les outils politiques, de toute façon, pour résoudre ce problème-là. Et je dis donc par rapport au principe de la laïcité, l'Église n'a pas qualité engagée comme ça, aller rencontrer les belligérants, des choses comme ça. Ça doit être clair. C'est une histoire étatique, c'est au président de la République, parce que le président de la République, on lui a donné, la Constitution lui a donné tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs, il a les moyens pour mettre fin à cette guerre. Mais c'est une pratique courante ici, légitime et nécessaire dans le cadre de la gouvernance et de la société civile congolaise. Oui, mais c'est parce que parfois, mais c'est ça le principe, c'est-à-dire que moi ici, ce qui est important, je ne suis pas venu outrager qui que ce soit, M. Gaëtan, il faut que ça soit clair. Mais j'ai un devoir de citoyenneté et je défends l'État. Les régimes, ils passent, ils se succèdent, ils peuvent même tomber. Donc ça crée une tension entre l'État et la religion, la séparation. Ce qui est important, c'est l'État et ses principes. L'État a des principes. Et pour que l'État ne disparaisse pas, il faut respecter ses principes. Il faut comprendre comment l'État fonctionne, quels en sont les principes. Il y a le principe notamment de la laïcité, c'est-à-dire on sépare. L'Église n'a rien à faire, en gros, dans les affaires de l'État. Nous n'avons pas une religion d'État au Congo, en tout cas à ma connaissance. Si on a, moi je ne savais pas. Moi je sais qu'il n'y a pas de religion d'État. Peut-être il faut prendre l'Église comme société civile. Nos lois reconnaissent la place quand même à la société civile, une place à la société civile. Oui, mais la qualité d'aller prendre le devant parler à d'autres, engager la République. Engager la République, ça non, je suis désolée, l'État est laïque, il faut une séparation nette entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. C'est ça, c'est la Constitution qui dit. Ce rôle-là qui devrait jouer notamment. Vous avez évoqué le cas des lois internationales. On pouvait chercher un médiateur international. Oui, on pouvait chercher un médiateur international. Pas l'Église. Non. Wow. Ça, c'est dans ma qualité de juriste, ça je le dis, et je suis formel là-dessus. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait à la place maintenant? Puisque vous ne voulez pas du dialogue. Le chef de l'État ne veut pas de dialogue non plus. L'Église catholique voulait peut-être créer un couloir, une trajectoire pour qu'il ait le dialogue, mais vous n'en voulez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Depuis 1960, depuis l'indépendance du pays, nous avons eu au moins une vingtaine de dialogues. 6 sous la Première République, au moins, avec 5 tables rondes. Ensuite, chaque régime également a connu des conciliabules, des forums, des dialogues, etc. Nous n'avons jamais résolu quoi que ce soit. Moi, ici, je vous ai montré la carte du pays. La position géostratégique du Congo est telle que la seule solution pour nous, c'est une solution militaire. Si pour le moment, nous ne en sommes pas capables, nous avons des partenaires vers lesquels nous pouvons nous tourner. Et je tiens ici à dire que les épisodes de l'histoire dictent les rapports entre les États. Nous, ici, si je prends le cas des États-Unis, je prends le cas de la France, je prends le cas de la Belgique, nous avons un passé, nous partageons un passé colonial avec ces pays. Les États-Unis d'Amérique, l'État lui-même américain, là, des États-Unis, s'est créé sur base d'un génocide. Ça, il faut le savoir. Ce sont des États esclavagistes. Jamais ils nous considéreront comme de partenaires d'égal à égal. Nous avons été leurs vassals pendant des siècles et des siècles. Ça fait partie du passé américain, c'est quand même un passé lourd. Non, parce que ils ont réussi quand même à le surmonter, puisqu'on a des Noirs qui ont le même droit que les Blancs, les Noirs qui ont été présidents de la République, le passé esclavagiste ne conditionne pas la politique américaine actuellement. Monsieur Gaëtan, à l'heure où je parle, il y a une déportation. Oui. De certains groupes américains, enfin, comment on va dire, des Américains qui sont pas soit en situation irrégulière ou même quand ils sont en bonne situation, on les déporte enchaînés vers les frontières. Ça, c'est les méthodes, ça, c'est l'ADN des États-Unis. Parce que l'État lui-même s'est construit comme ça. Alors, vous dites sur base d'un génocide. C'était des colons d'abord à la base, venus d'Irlande, venus d'Europe.
qui ont colonisé. De la Grande-Bretagne principalement. Oui, non, d'Irlande. Et on a les États-Unis, c'est 13 colonies à la base. Oui, ce sont des Irlandais qui sont venus. D'accord? Et donc là. Qui dépendaient de la couronne britannique. Oui, il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que c'est dans leur ADN. Ce sont des capitalistes. Ils sont dans une espèce de prédation sauvage. Même chose pour la France, qui était un État esclavagiste également. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, on ne doit pas être naïfs à penser que nous avons des partenaires. Il n'y a d'abord aucun investissement américain, ni français, ni belge ici au Congo. C'est pas vrai. Donc, nous n'avons pas de partenaires. Il faut rééquilibrer le rapport de force. Vous pensez qu'il faut diversifier les partenaires ou changer carrément les partenaires? Pour moi, il faut les changer. Allons au moins vers des partenaires avec qui nous ne partageons pas un passé colonial. C'est déjà important. Et puis, on ne veut pas être la jachère des États-Unis ici, ni même de l'Europe, ni même de l'Asie ou de quoi que ce soit. Mais comme nous sommes faibles, nous voulons avoir... Moi, j'aimerais qu'on se batte pour avoir la souveraineté, hein, de la souveraineté même économique, politique, militaire, etc. Et surtout le choix de choisir les partenaires avec qui on veut travailler. Parce que nous sommes ouverts. Mais on a l'impression qu'on est la chasse gardée d'un bloc. Et ça, moi, je ne veux pas. Et je prône la rupture avec ça. On peut se retourner vers la Russie, vers la Corée. Il y a d'autres pays. Et on veut être libre. Celui qui a des offres le pays qui a des offres plus alléchantes, on travaille avec eux. On peut donner même un gisement pour l'exploitation et puis on achète les armes comme le Mali le fait. Il ne reste pas de temps peut-être pour terminer une dernière question. Faudra-t-il pas réformer nos institutions à l'état actuel des choses? Elles ne produisent rien. Nécessairement. Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il faudra attendre peut-être qu'il y ait une accalmie. Quand on aura résolu certains problèmes, il faudra nécessairement avec quoi notamment? Qu'est-ce qu'il faut créer? Qu'est-ce qu'il faut supprimer? Moi, pour moi, il faut créer maintenant le ministère de la guerre. Pourquoi? Maintenant, le ministère de la guerre. Il faut créer un ministère de la guerre. C'est un concept qui a été institué au Troisième Reich. Hitler, évidemment, les motivations ne sont pas les mêmes. Parce que Hitler... Vous êtes de l'extrême droite, on dirait. Non, absolument pas. Ouais. Absolument pas. Oui. Je le dis parce que la position géostratégique est telle que nous devons être en permanence préparés, que le monde peut nous faire la guerre à tout moment. Et la différence avec la défense nationale, c'est que la défense nationale, c'est vraiment la protection du territoire, hein, au niveau de ses frontières terrestres, maritimes, maritime s'il y en a, lacustres, fluviales, etc. Et le ministère de la guerre, lui, est un concept beaucoup plus dynamique. Donc ici, il s'agit de préparer l'armement de guerre avec l'économie de guerre. Et nous n'avons pas d'économie de guerre. Donc on peut proposer aussi la fermeture de certaines institutions pour le moment, comme le Parlement. On peut gagner 126 millions par an. Je suis resté sur ma soif, je pense que c'est le cas pour nos téléspectateurs aussi. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire, on reviendra pour essayer d'expliciter. Oui, on se retrouvera peut-être le vendredi prochain. Mais je tiens à terminer. Ouais. Au dernier mot, alors. Un dernier mot, je voudrais juste dire que nous sommes à la croisée des chemins. Ouais. Soit nous décidons de mourir debout, ou bien nous décidons de vivre longtemps, si Dieu nous prête, mais à genoux. Et nous avons une responsabilité, nous les Congolais, de ne plus jamais accepter d'accompagner la bêtise. Ce pays est nôtre, nous avons un devoir citoyen. Quand les institutions ne fonctionnent pas, nous avons le droit de le dire et de nous battre pour qu'il y ait des réformes et que nous soyons maîtres de notre destin. Koudoura, juriste et analyste politique, merci pour vos analyses en tout cas. Merci beaucoup Aguet. C'est la fin de ce Kin Direct, je vous remercie aussi d'avoir suivi, merci pour vos réactions. Hugues Boholé, dont vous avez apprécié le passage ici sur nos antennes, vous pouvez le retrouver sur les différents canaux numériques, c'est-à-dire les pages sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous retrouve demain dans le journal. À 18h, vous retrouverez votre grand magazine de tous les week-ends, Club 50, avec Jean-Marie Kassamba. Les journaux, c'est tout à l'heure avec Jenny Kayembe. Au revoir.